Les Passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Nous voilà aux Trois Portes avec Marie Sorbier, qui est journaliste à France Culture, où elle a une chronique quotidienne dans laquelle elle couvre les festivals dans le monde, tout ce qui est art vivant, mais aussi l'actualité littéraire, l'art contemporain. Elle est toujours sur le terrain et dans des situations de rencontre. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé aujourd'hui. Marie Sorbier œuvre dans la radio culturelle française depuis 2018. Son émission actuelle, c'est le Point Culture que l'on peut écouter tous les matins dans les midis de culture. Auparavant, Marie Sorbier a été responsable de l'événementiel et du mécénat au Théâtre Lucernaire. Elle a été responsable de projets culturels à Avant Minuit à Paris. Elle a aussi été attachée parlementaire et elle a été diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales, en philosophie et anthropologie. Marie Sorbier, la philosophie et l'anthropologie mènent à tout donc. Oui, et moi je dois beaucoup à l'anthropologie qui était vraiment ma matière principale. Moi j'ai été dans des études doctorales sur l'anthropologie de l'art exactement, et on se demandait un peu ce que ça allait donner parce que j'étais pas une anthropologue de terrain malheureusement, j'avais déjà des enfants donc je pouvais pas partir et tout le monde me disait mais pourquoi tu fais de l'anthropologie pour rester à Paris? Et en fait, très étrangement, c'est l'anthropologie qui m'a vraiment ouvert le cerveau. J'ai eu l'impression que mes écoutilles s'écartaient comme ça et que je pouvais voir les êtres humains de façon différente, beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'acceptation de tous les termes possibles. Et donc, maintenant que je travaille dans la culture, l'anthropologie me sert quasiment tous les jours pour comprendre en fait les modes d'expression de chacun, pourquoi on dit cette chose-là à tel endroit. Et ça a été vraiment une formation essentielle pour moi, l'anthropologie. Et c'est des études généralistes et c'est des études de sciences humaines. Et les sciences humaines, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'humain, sur sa complexité. Et dans un monde qui tend à une simplification, je trouve, de partout, l'anthropologie permet de comprendre cette complexité sans être noyé du tout, mais juste de l'apprécier, en fait, de voir que personne n'est pareil et que c'est ça qui est riche et qui est beau. Et vraiment, c'est une façon de penser qui me sert tous les jours dans mon travail de journaliste aujourd'hui, c'est-à-dire de voir la complexité et de l'apprécier pour ce qu'elle est. France Culture, ça reste une radio où on aborde le monde dans toute sa complexité, justement. Oui, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On essaie de maintenir notre mission de service public. C'est une radio publique. On fait partie du groupe Radio France. On est une des 7 chaînes de Radio France. Mais notre spécificité, c'est la culture. Et justement, on essaie de parler de la culture dans la plus large acceptation du terme. Donc, on y trouve des émissions sur tout, sur France Culture, beaucoup de documentaires, mais également beaucoup d'actualités. Et on s'aperçoit, je crois, tous les jours à l'antenne que la culture permet de mieux comprendre notre monde actuel. En tout cas, c'est un prisme par lequel on peut s'approcher de toutes les grandes questions contemporaines. Alors, on parle surtout, mais est-ce qu'on parle de Tanger ? Je suis là pour ça. On parle de Tanger. On parle de Tanger parce que Tanger étant une ville littéraire et une ville aimée des artistes, il y a beaucoup d'artistes qu'on interviewe qui nous parlent de Tanger. Donc Tanger arrive par écho, mais je suis très heureuse d'être ici et j'essaie de venir le plus souvent possible parce qu'il y a quand même une atmosphère très particulière. Donc on entend ces écrivains parler de Tanger, mais quand on est à Tanger, on comprend les mots qu'ils nous disent, le rapport à la lumière, le rapport à ce côté très hypnotique de cette ville. Une fois qu'on est là, on peut pas s'empêcher de regarder ses vues, de regarder la mer. On sent en fait la dimension culturelle de cette ville. C'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais vraiment quand on est ici, moi je sens toute l'histoire. J'ai l'impression de vivre avec tous les artistes qui sont passés ici. Et j'ai l'impression que les poètes sont au coin de la rue. Donc voilà, je sens tout cet univers-là et ça me fait beaucoup de bien. C'est une ville dans laquelle je me sens très bien. Comment as-tu connu Tanger ? Comment j'ai connu Tanger ? Je la connaissais littérairement et poétiquement. La première fois que je suis venue, c'était aussi pour faire un reportage. Et je crois que d'ailleurs, c'est par vous, Philippe, que j'ai découvert Tanger. Parce que je crois que vous êtes la première personne que j'ai vue en arrivant ici il y a quelques années. Vous vous souvenez ? C'était au Nord Pinus. C'était au Nord Pinus, exactement. Et vous m'avez donné quelques clés de cette ville pour pouvoir entrer. Et donc depuis, je reviens régulièrement. Mais c'était un désir assez ancien de venir à Tanger, qui pour moi était une ville pleine de fantasmes et de mythes. Et plus j'y viens, alors les fantasmes changent. Parfois certains tombent, mais certains restent. Mais en tout cas, plus je la connais et plus je l'aime. Alors c'est quoi tous ces fantasmes et tous ces mythes qui se renouvellent ?
Pour moi, c'était quand même Tanger, c'était la ville des poètes. J'avais l'impression que c'était une ville où on pouvait croiser des écrivains, des poètes, en tout cas des gens en lien avec la langue à tous les coins de rue. C'est pas si faux. Alors c'est un fantasme bien sûr, mais quand même, j'ai l'impression que les poètes sont toujours là, que la ville vit aussi de cette matière littéraire au quotidien, que c'est pas juste une façade, que c'est pas juste un paysage ou une peinture qui serait créée sur la ville, que c'est vraiment le quotidien de cette ville-là. Donc ça, c'est un fantasme qui est réel. En tout cas, je l'actualise à chaque fois que je viens parce que je rencontre des nouvelles personnes, femmes ou hommes d'ailleurs, qui écrivent et qui vivent de la poésie. Et ça, je trouve ça très beau, très émouvant en fait. Et de quelle manière connais-tu le Maroc ? Assez mal. Je crois que Tanger est la ville où je suis le plus venue. Je connais un peu Marrakech parce que je suis allée couvrir plusieurs festivals de danse notamment. Il y a un festival de danse contemporaine à Marrakech qui existe depuis presque 20 ans, qui a été créé par Taoufik Izediou, qui est un chorégraphe marocain. Et donc ça fait quelques années que je viens à Marrakech pour suivre cette évolution de la danse contemporaine. Et notamment, il travaille sur la danse contemporaine dans l'espace public, ce qui est quand même très intéressant de voir ces corps dansants dans l'espace public à Marrakech. Mais je connais assez superficiellement. Vraiment, la ville que je connais le mieux, finalement, maintenant, c'est Tanger. Avant d'avoir cette chronique sur France Culture, tu avais une autre chronique l'été dernier, tu couvrais les festivals. Est-ce que tu as couvert d'autres festivals au Maroc et à Tanger que le festival de danse ? Non, je crois que je suis venue vraiment qu'au festival de danse. En effet, c'était une chronique qui s'appelait Le Grand Tour et qui, comme son nom l'indiquait, permettait d'être tous les jours dans un événement culturel partout dans le monde. Donc ça, c'était une chronique un peu formidable. Tu étais dans un point du monde différent chaque jour ? Oui, exactement. On faisait un reportage in situ, donc 10 minutes de reportage dans plein d'endroits incroyables de France et du monde. Et au Maroc, donc, on était à Marrakech dans ce festival de danse. Alors, dans le monde arabe plus élargi, tu as eu d'autres festivals, spectacles qui t'ont touché ? Oui, alors à un moment donné, je couvrais beaucoup le spectacle vivant en Israël. J'y suis plus allée depuis quelques années, voilà, pour des raisons politiques. Mais il y avait notamment, par exemple, une scène de marionnettes. Alors ça peut paraître très étonnant, mais une scène de marionnettes très vivace et un festival de spectacle vivant à Jérusalem qui présentait des artistes d'ailleurs de tout le monde arabe, qui était vraiment très intéressant. J'ai aussi couvert les rencontres à Carthage, donc en Tunisie, qui sont des rencontres de théâtre et de danse dans la nouvelle cité de la culture. Ça, on y est allé plusieurs années. Et puis un peu plus loin, en Arabie Saoudite, puisque maintenant ils ouvrent beaucoup à la culture, et notamment il y a un festival du cinéma qui se passe à Jeddah, qui s'appelle le Red Sea Festival, et qui était une expérience très étonnante pour moi, parce que quand j'y suis allée donc il y a 2 ans, en fait les salles de cinéma étaient ouvertes depuis 3 ou 4 ans en Arabie Saoudite. Avant, il n'y avait pas de salle de cinéma, donc en fait on partageait ces films avec des gens pour qui aller au cinéma était quelque chose de nouveau. Et donc il y avait une émotion un peu particulière de vivre cette expérience du cinéma avec des gens à Jeddah. Qui connais-tu du Maroc et de Tanger ? En écrivain, en plasticien, en metteur en scène, en chorégraphe ? Quels sont les personnages marocains et tangérois qui ont marqué ta culture ? Le chorégraphe, je vous ai cité Taoufik Izediou, qui est donc un chorégraphe marocain qui est à Marrakech. Je connais aussi très bien le chorégraphe qui s'appelle Fouad Boussouf, qui est un chorégraphe marocain, mais qui est maintenant directeur du centre chorégraphique au Havre, donc qui travaille en France et qui m'a beaucoup parlé du Maroc et sa danse. Ses chorégraphies sont très empreintes de la culture marocaine, donc c'est aussi par lui que j'ai approché une certaine spiritualité, je dirais, qu'il a mis dans le corps de ses danseurs, et c'était une belle approche. Littérairement, dernièrement, j'ai beaucoup entendu parler du Maroc par Abdel Attaya, qu'on a beaucoup reçu sur France Culture et qui en parle, je trouve, avec des mots qui dépeignent un Maroc qui, en tout cas, moi, me fait ouvrir plein de paysages et plein d'imaginaires, donc je lui rends grâce, et justement c'est par lui qui parle beaucoup de Choukri. On en parlait à l'instant, et je me suis rendu compte que ce livre Pain nu dont tout le monde parle et dont Abdel Attaya nous parle si bien, en fait je ne l'avais pas lu, donc voilà, ça va être je crois le programme de mes prochains jours. Je veux absolument rattraper ça, parce que voilà, ça fait partie des livres et des auteurs qui peuplent un imaginaire, mais finalement on s'aperçoit qu'on les a pas lus. Et puis sinon, pour moi, Tanger, c'est quand même Burroughs. Alors évidemment, ils ne sont pas marocains, mais ça résonne très fort. Et ça, pour le coup, ça fait partie de ma culture, que je les avais lus, et être dans les lieux où ils ont été et où ils ont écrit, ça fait aussi partie de l'émotion quand on est ici.
Marie Sorbier, comment arrive-t-on à France Culture ? Ah, ça c'est une bonne question. On y arrive par plein de chemins différents. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc je suis vraiment arrivée de biais par l'anthropologie. Je suis rentrée à France Culture comme critique de théâtre et de littérature, puisque parmi toutes les activités que vous avez citées, j'ai aussi créé un journal de critique qui s'appelle IO, qui est un journal qui a été créé pour Avignon, à l'origine pour le Festival de théâtre d'Avignon, qui après en fait a perduré, ce qui devait être un journal éphémère finalement est resté. Donc c'est un journal de critique qui est partagé maintenant avec plein d'autres critiques. Mais donc France Culture m'a appelé comme critique de spectacle vivant. Après j'ai été critique littéraire, donc je venais de temps en temps participer aux émissions critiques. Et puis ensuite c'est Arnaud Laporte qui avait à l'époque une émission qui s'appelait Affaires culturelles tous les soirs sur France Culture, qui m'a demandé de venir comme chroniqueuse. Et j'ai commencé ces petites chroniques de 10 minutes que je fais depuis, c'est-à-dire ce sont des chroniques d'actualité culturelle principalement. Alors l'actualité culturelle prise au sens très large, ça peut être vraiment de l'actualité. Là par exemple, je viens de voir que Boualem Sansal avait rejeté Gallimard et partait chez Hachette. Voilà, c'est le type de sujet qu'on va devoir traiter, puisque c'est quand même pas rien comme sujet, mais ça peut être aussi la rencontre avec un écrivain, le prix Goncourt ou l'ouverture d'un musée. Voilà, on traite vraiment tout type de sujet et c'est ça qui est passionnant. Mais pour répondre plus précisément à votre question, je crois qu'il n'y a pas de voie unique et c'est ça qui est beau. Ce sont des rencontres et des propositions. Tu dis « on » en parlant de France Culture, mais quelle est ton approche spécifique ? Quelle est ta spécificité ? Quel ton tu donnes ? Quelle perspective tu donnes ? Alors moi j'ai un profil un peu particulier parmi tous les producteurs de France Culture qui sont actuellement au micro, c'est que ils m'appellent de façon gentille, je pense, de façon bienveillante, le couteau suisse, c'est-à-dire que j'ai plusieurs spécialités. Je crois que la spécificité, en tout cas celle qu'on me renvoie, c'est que j'ai à cœur de donner la parole à des gens un peu différents. Il y a évidemment beaucoup d'intellectuels ou beaucoup d'artistes qui parlent très régulièrement sur France Culture. Moi, je fais attention à aller chercher d'autres gens, peut-être qui sont pas encore repérés ou qui sont pas dans nos fichiers habituels. Donc, j'aime bien ce travail de veille, de défrichage, d'aller chercher des gens qui se mettent peut-être un peu moins en avant facilement, mais qui ont des choses à raconter. Voilà, ça, c'est ce que j'aime faire au quotidien. Et en spécificité, oui, je crois que j'ai une méthode d'interview aussi qui est assez douce, c'est-à-dire que j'aime bien laisser parler les gens, je leur coupe jamais la parole. Voilà, ça c'est une particularité par rapport à certains de mes consoeurs et confrères qui aiment bien des interviews plus musclées. Moi, j'aime laisser les gens parler, j'aime laisser les gens dériver parfois dans leurs pensées, c'est ce que je trouve beau, même si évidemment on essaie de produire des moments qui ont du sens, on essaie d'informer les auditrices et les auditeurs, mais j'aime la parole des gens, même quand elle est peut-être moins académique. Voilà, j'aime toutes les langues et la façon dont elles se déploient, je trouve ça très beau à entendre. C'est une spécificité aussi du média radio, on a de la chance de travailler à la radio, et donc d'écouter des voix différentes, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et comment fait-on pour trouver des talents, des propos que personne ne connaît, qu'on ne connaît pas soi-même ? Ça, c'est une bonne question, Philippe. Eh bien, c'est ça le travail. C'est beaucoup de veille. Alors, bien sûr, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a aussi une autre fenêtre qui s'ouvre parce qu'il y a des gens qui s'expriment uniquement sur leur réseau, qu'on arrive parfois sous pseudo, donc il faut remonter la piste pour savoir qui ils sont. Je regarde aussi beaucoup toutes les publications universitaires, voir s'il y a des sujets qui m'intéressent, ou dans des médias un peu différents. Je pense à des magazines, peut-être avec des petits tirages qui sont pas forcément très largement diffusés. Il y a des gens qui s'expriment dans ces magazines-là, dans les revues littéraires. On en parle assez peu, mais il y a quand même toute une tradition de revues littéraires en France qui sont publiées, voilà, à petit exemplaire, mais il y a des écrivains qu'on découvre à cet endroit-là, qui ont écrit 3 pages dans une revue, un peu de niche, et il y a un sujet formidable qui apparaît là. Et puis bien sûr par les rencontres, c'est ce que vous disiez au tout début, voilà, on parle avec des gens qui vont nous dire mais attends, rencontre telle personne à tel endroit parce elle est formidable, elle a des choses à dire, et hop, on y va, on la rencontre, et voilà, et ça ouvre tout un autre univers. C'est vraiment ce qu'on appelle le réseau. C'est pas un mot très joli, mais en fait c'est ça que ça veut dire, c'est créer des liens, des racines, écouter en fait les gens, être là. Et puis j'ai toujours mon micro sur moi, ça c'est ça c'est une leçon de tous ces voyages, c'est que dans mon sac j'ai toujours un petit zoom avec un micro, parce qu'on ne sait jamais, on peut rencontrer des gens passionnants partout. Donc c'est du travail et de la curiosité. La curiosité, c'est le mot important. Je crois que vous disiez qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler à France Culture. Je crois que la plus grande qualité qu'on peut avoir, c'est pas du tout nos diplômes, c'est la curiosité. C'est-à-dire être en éveil tous les jours. Et les choses sont là, en fait. Il suffit de les voir et de s'y intéresser. Mais il y a quand même un entrisme de France Culture, hein. On sent que c'est le réseau France Culture avec les artistes, les intellectuels de la radio. C'est très spécifique, c'est très fort.
Oui, et on essaie justement d'ouvrir cet entrisme. Il y a un entre-soi, bien sûr, et qui existe aussi dans le monde de la culture en général, notamment en France, mais c'est vraiment une de nos missions aujourd'hui, avec toute la nouvelle génération qui entre à France Culture. On essaie d'ouvrir les portes, en fait. On essaie d'ouvrir, de faire rentrer des nouvelles voix. C'est vraiment, on a des réunions hebdomadaires avec toute la rédaction et tous les gens qui travaillent là, et on se le dit chaque semaine en disant, il faut qu'on ouvre les portes. Alors c'est long, parce que c'est une machine, une grande machine, et puis qu'il y a évidemment des artistes majeurs qu'on se doit d'inviter, parce que sinon d'ailleurs ils sont invités nulle part ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de nos objectifs justement, de sortir de cet entrisme et d'aller vers tous les artistes et tous les intellectuels qui ont vraiment des choses à dire. On essaie d'ouvrir. Marie Sorbier, à un moment, tu as failli travailler pour Média. Exactement. Il y a quelques années, Médien m'avait appelé. Il y avait des postes qui se libéraient comme journaliste. Et donc, pendant une semaine, ils m'ont dit, viens, on fait un test, tu viens passer une semaine à Tanger et tu viens travailler là. J'ai travaillé avec eux et je vous avoue que j'ai été très tentée. Ça s'est pas joué à grand chose. J'adore cette ville. J'étais vraiment prête à venir habiter ici, à travailler dans cette radio. Mais il se trouve qu'au même moment, France Culture m'avait fait la proposition d'une autre émission, de cette fameuse émission qui s'appelait Le Grand Tour, qui me permettait de faire un peu le tour du monde des festivals, et j'ai pas pu refuser. Mais peut-être que ça reviendra. Mais est-ce qu'ils t'ont pas fait cette proposition justement pour ne pas que tu partes ailleurs, et à Média en l'occurrence? Je leur avais pas dit encore qu'il y avait Média, mais peut-être qu'ils le savaient, je ne sais pas. Peut-être. Dernière question, plus sur la politique de France Culture, la politique de Radio France même, qui reste quand même parmi les plus belles et les meilleures radios dans le monde. On voit que France Culture récupère une bonne partie de l'auditorat de France Inter. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que France Inter soit devenu si mauvais? Et comment se fait-il que France Culture ait pu s'ouvrir un peu plus qu'il ne l'était et acquérir un plus grand public, tout en restant très culturel, justement? Oui, alors c'est intéressant à regarder. En fait, France Inter, c'est la première chaîne, la chaîne la plus écoutée en France. C'est quand même une radio publique, donc faut se réjouir que ce soit une radio publique qui soit la plus écoutée. Il y a 12 millions d'auditeurs par jour. Et en fait, je crois qu'ils pâtissent de cette aura. C'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité énorme quand on a 12 millions d'auditeurs dans la matinale, l'endroit où les gens s'informent. Évidemment que le poids est lourd, et donc ils ont fait des choix éditoriaux un peu particulier, notamment sur le type d'interview, ce qu'on disait tout à l'heure, des interviews plus musclées. Ils vont aller vers peut-être quelque chose de plus efficace. Ils vont inviter des invités plus évidents. Et donc, il y a toute une partie, en effet, des auditeurs qui délaissent France Inter pour revenir vers France Culture, ou pour venir vers France Culture, qui est une chaîne qui a pas beaucoup changé, en tout cas son ton, qui est un ton beaucoup plus j'allais dire respectueux, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, qui écoute. Voilà, on essaie d'écouter les invités qu'on invite. On respecte les invités qu'on invite, et si on les invite, c'est qu'ils ont quelque chose à dire, donc on les laisse s'exprimer. En tout cas, les retours d'auditeurs qu'on a, c'est beaucoup ça. Ceux qui écoutaient France Inter et qui aujourd'hui écoutent France Culture nous disent, vous laissez parler vos invités, au moins on a quelque chose à entendre. Donc moi, ça me fait très plaisir, parce que c'est ce qu'on essaie de faire et c'est pas si évident. Après, voilà, on est dans la même maison et c'est très bien. Il y a 7 chaînes Radio France et 7 chaînes de radio. Tant mieux qu'il y ait des chaînes différentes et que les auditeurs puissent aller de l'une à l'autre. Il y a beaucoup aussi d'auditeurs, par exemple, sur France Musique, qui est quand même une radio très particulière. Mais il y a des gens qui aiment écouter ça. Moi, je trouve ça formidable qu'on puisse avoir le choix. Et en effet, vous l'avez souligné, Philippe, c'est une spécificité française, Radio France et France Télé. On a beaucoup de chance de l'avoir. On s'est beaucoup battu ces derniers mois puisqu'on a été attaqué. Et je trouve que ça vaut le coup de se battre pour ces radios-là, parce que on a une qualité d'information, on a une qualité de tous les journalistes qui travaillent là assez extraordinaire. Donc voilà, tant mieux s'ils arrivent à France Culture, mais il faut défendre Radio France. Bien sûr qu'on défend Radio France parce que c'est un trésor. Tu parles de respect. Il y a de ça, bien évidemment, on l'écoute. Mais justement, peut-être que les grandes années qui ont fondé France Inter en tant que très grande radio, les années 80-90, est-ce que devient aujourd'hui France Culture, ou comme Nova aujourd'hui, c'est l'impertinence qui fait que l'esprit français, cette impertinence, on titille là où ça fait mal, et c'est ce qui fait plaisir, ce qui fait sourire et ce qui fait l'esprit. Peut-être que justement France Inter, voulant couvrir le plus grand public possible, le plus large, n'a plus cette impertinence qui faisait plaisir. Oui, en fait, ce qui est terrible, c'est que quand on a un large auditoire, on perd en fait la spécificité, et donc on veut plaire au plus grand nombre, mais surtout on veut pas perdre l'audience qu'on a, donc on reste le plus large possible et le plus grand public possible. Moi, je trouve que c'est une erreur. Il faut toujours rester dans les marges. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et en effet, quand on est une radio comme France Culture, où on est
on augmente en fait. Chaque rapport d'audience, on a de plus en plus d'auditeurs, donc on est ravis. Mais là où France Inter est à 12 millions d'auditeurs, on est à 2,5 millions d'auditeurs. Donc on n'a pas du tout la même audience et on n'a pas du tout les mêmes responsabilités. Et donc on se permet plus de choses. En fait, on est beaucoup plus libre, je crois, parce que on est là où on est dans les rapports d'audience. Et tant mieux. Moi, j'espère que ça va rester comme ça, parce que en effet, vous parlez d'impertinence. Il y a aussi des sujets plus difficile qu'on ose aborder parce que voilà, on se permet de le faire, et ça je trouve que c'est pour le coup une vraie mission de service public d'aller parler de sujets dont les autres ne parlent pas. Il y a des documentaires incroyables, on a cette émission qui est parmi les plus écoutées qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui sont des petits documentaires de 30 minutes, et LSD qui sont des grands documentaires qui sont vraiment je le répète, mais vraiment des missions de service public où on va traiter de sujets avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de précision, de sujets dont on parle pas ailleurs. Et donc avec beaucoup d'impertinence parce qu'on n'en parle pas ailleurs. Exactement. Et beaucoup de liberté. On va faire parler des gens qu'on n'entend pas. Il y a des sujets qui grincent, il y a des sujets dont on a beaucoup de courriers d'auditeurs sur certains sujets. Et tant mieux, ça génère du débat, ça génère de la parole. Parfois, les auditeurs sont énervés qu'on aborde certains sujets. Ils trouvent qu'on va trop loin. Et tant mieux. Moi, je trouve ça très bénéfique pour tout le monde. I am the passenger and I ride. Ce 48e épisode des Passagers de Tanger était consacré à la journaliste, chroniqueuse et critique de spectacle à France Culture, Marie Sorbier. L'entretien a été réalisé aux Trois Portes à Tanger en mars 2026. Merci à Jean-Louis Ricardi et à toute son équipe pour leur charmant accueil, tout droit réservé à Philippe Didier-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Jajouka de Bachir Al-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajouka par The National Fanfare of Kadebostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pijard et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation par Los Colorados. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's rip side. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The sky was made for us tonight. Yeah, it was made for us.